va regarder un petit peu l'historique de la robotique mobile. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir par où on est passé. C'est un historique quand même assez large, je vous dirais. Euh, donc, 400 ans avant Jésus-Christ, déjà, dans la Grèce ancienne, déjà, les gens s'interrogent sur ces concepts d'êtres inanimés, mécaniques, qui sont doués d'intelligence, de capacités motrices. Donc, la légende voulait qu'il y ait un être, un homme géant de bronze qui faisait 3 fois le tour de l'île de Crète pour défendre l'île. Et donc, sachant la distance côtière de 1000 km, ça veut dire que c'était un robot de bronze qui marchait à une vitesse de 130 km/h. Donc, clairement, c'était pas possible. Mais déjà, on voit cette idée, cette curiosité par rapport aux êtres inanimés, mais intelligents. Ingénieur avant son temps, Héron d'Alexandrie, donc entre 10 et 70 après Jésus-Christ, a quand même développé beaucoup de concepts qui sont encore utilisés aujourd'hui dans les systèmes robotisés. Par exemple, le tube pneumatique, une machine à vapeur ici, donc les Holypiles, qui, dans le fond, pouvaient transformer de l'énergie thermique en énergie motrice. Il a aussi créé un traité, le traité des automates. Les automates qui sont quand même un terme qui revient souvent en robotique. Et il a aussi construit un des premiers capteurs, donc l'odomètre. C'est une espèce de brouette ici avec des engrenages et des billes. Et lorsqu'on déplaçait la brouette avec les engrenages, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une bille, peut-être qu'à tous les, je ne sais pas c'était quoi l'unité de mesure à l'époque, des lieues et tout, mais il y avait une bille qui tombait pour chaque, disons, 100 mètres. Et à la fin, donc, pour mesurer une distance, on n'avait qu'à compter les billes ici. On avait calculé la distance entre le point A et le point B. Donc, quand même, invention importante l'odométrie. On s'en sert encore aujourd'hui. L'odométrie, c'est un des capteurs les plus importants pour les voitures autonomes, par exemple. Léonard de Vinci aussi s'intéressait beaucoup du concept d'automate-là. Il avait fait un automate à l'intérieur d'une armure. Il a aussi développé, je ne pense pas qu'il l'ait construit, mais c'est un automate programmable où on pouvait, on stockait l'énergie à l'aide de ressorts ici. Et on pouvait programmer, dans le fond, des trajectoires et l'automate à l'aveugle pouvait tracer, par exemple, un carré ou un triangle à partir d'une programmation qui était entièrement mécanique. En 1793, Jacques de Vaucanson va développer le concept du canard digérateur où on le nourrissait. Lui, il disait qu'on pouvait le nourrir de nourriture et il sortait des excréments. La réalité était qu'il avait des assistants qui allaient recueillir des excréments de canard à la main pour, dans le fond, les placer à l'intérieur. Donc, c'est un peu tout à fait vrai. Le Turc mécanique 1770, c'était un robot, un automate qui pouvait jouer aux échecs. Donc, qui a gagné contre Napoléon Bonaparte, Benjamin Franklin. Donc, il a fait le tour du monde. Mais en bout de ligne, on s'est rendu compte que ce n'était qu'une supercherie. Il y avait une personne à l'intérieur qui était placée, qui commandait les déplacements de cet automate-là. J'en parle pourquoi? Parce que de nos jours, il existe un service d'Amazon qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, parce qu'il s'appelait le Mechanical Turk. Et c'est de l'artificial intelligence, donc c'est de l'intelligence naturelle. C'est l'idée lorsque vous voulez faire du crowdsourcing pour une tâche, par exemple, vous voulez qu'une personne clique dans une image pour vous dire la position des pommes, vous mettez ça en ligne, puis il y a des gens qui sont payés 1 sou du clic. Donc, c'est un système qui existe maintenant pour être capable dans le fond, d'utiliser des humains pour accomplir des tâches de dictage d'images, par exemple. Les Japonais aussi sont intéressés à l'utilisation des robots. Et c'était intéressant, il y avait une conférence à laquelle j'ai assisté il y a environ 7 ans. Il y avait une personne, une anthropologue. Et c'est intéressant parce que derrière cette personne-là avait une histoire quand même de vie intéressante. C'est une anthropologue qui travaille chez Intel, fabricant de microprocesseurs. Et vous allez me dire pourquoi un anthropologue travaille chez Intel. Et c'est que les anthropologues, qui sont des spécialistes de la compréhension de l'humain, peuvent peut-être prédire quels seront les usages de la technologie par les humains dans 5 à 10 ans. Ce que ça signifie pour un fabricant de microprocesseurs, c'est que si je peux savoir dans 5 ans qu'est-ce que les gens vont faire qu'est-ce que les gens vont avoir besoin comme outils technologiques,
sachant que ça me prend peut-être 5 ans construire une usine de semi-conducteurs et 2 ans faire le design d'un processeur, bien, ça me permet, dans le fond, de prédire où est-ce que je devrais mettre mes ressources aujourd'hui pour produire les processeurs de demain qui seront utilisés par les humains. Donc, cet anthropologue-là de Intel était venu faire une présentation dans notre conférence de robotique, a commencé en disant « Je ne suis pas roboticienne, je vais donc vous faire l'historique de la robotique ». Ce qui a suscité quand même plusieurs rires. Mais un des éléments importants qu'elle avait apporté, c'était, elle disait, le contraste entre l'Occident et l'Orient au niveau des robots. Elle disait, ben écoutez, en Occident, c'est beaucoup une méfiance qu'on a. Hein. Elle disait les exemples Terminator et compagnie. Alors qu'en Asie, ils ont une vision beaucoup plus, disons, amicale de la robotique. On le voit d'ailleurs dans les recherches. Hein. Au Japon, on fait beaucoup de recherches sur les robots humanoïdes pour servir, par exemple, d'assistance aux humains. Alors que vous voyez ici en Amérique du Nord, on a tendance à plutôt imbriquer le robot directement dans la machine. Hein. Une voiture autonome, c'est un robot avec des roues, mais il n'y a pas de robot humanoïde qui bouge le volant, par exemple. Vraiment, ça nous a fait constater le contraste de la perception de la robotique entre l'Occident et l'Orient. Donc, le Japon aussi s'intéresse, on le voit ici avec ces petits robots-là qui servent le thé. Nikola Tesla, on en entend souvent parler, avait développé, lui, un brevet donc, pour faire un sous-marin télécommandé, puisqu'il avait maîtrisé quand même le concept du sans-fil. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de l'historique de la robotique parce que le terme robot, qui a donné quand même naissance aussi au terme robotique, c'est un terme relativement récent. C'est apparu en 1923 dans une pièce de théâtre. Donc, on voit ici l'influence de l'art sur la science. Ici, l'art a donné un terme à quelque chose qui existait depuis 2000 ans, le concept d'automate, donc d'être artificiel intelligent. Et c'est une pièce de théâtre, Rossum's Universal Robots. Et ça vient du tchèque robota, qui signifie travail forcé. Donc, avant 1923, on n'avait pas de terme pour décrire ces trucs-là, autrement que c'est des automates. Et depuis 1923, on a finalement un terme, robot, qui quand même, c'est quand même curieux de voir une science qui était présente depuis longtemps, mais que le terme est arrivé si tard. La guerre, bien entendu, apporte son lot d'innovations technologiques. On voit ici un exemple, par exemple, le missile V1, un missile guidé développé par les Allemands. Et j'utilisais comme capteur de distance une hélice ici. Dans le fond, on comptait le nombre de tours. Ça me donnait un déplacement de distance. Et éventuellement, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un système qui venait faire plonger la gouverne de profondeur pour être capable de tomber sur la cible, qui était en général Londres. Il avait besoin d'une cible relativement large. Donc, on voit ici des systèmes d'autopilote, donc de guidage. Et vidéo un petit peu plus humoristique. En 1950, quand même, personne très en avant sur son temps. Walter qui a développé un robot qui s'appelle la Tortoise, donc une tortue, qu'on voit ici, donc un système de type tricycle, donc 2 roues à l'arrière, 1 roue à l'avant. Et comme vous allez voir, bon, c'est sûr, c'est un peu une vision un peu, disons, pas science-fiction, mais un peu imagée de qu'est-ce que la robotique, mais quand même très intéressant, individu quand même en avance sur son temps. Now meet Dr. Grey Walter of Bristol. Why the torch? Well, here's the reason. It's Toby, a mechanical tortoise with an electronic brain which functions like the human mind. Toby's head, or rather magic eye, is a photoelectric cell constantly revolving until it picks up the strongest source of light, to which it is then attracted. In this case, an ordinary electric torch guides the mechanical tortoise in any direction its inventor chooses. It can also negotiate obstacles. When it hits an object, the pressure on the shell causes a short circuit of the photoelectric cell mechanism, and the tortoise moves at random until it is free of the obstacle. Je vais arrêter la vidéo ici, je vous donnerai le lien pour le reste. Quand je disais en avance sur son temps, regardez ici, j'ai le Roomba. Et si on regarde les composantes principales d'un Roomba, on voit que Walter Gray n'était pas si loin du futur.
Les deux sont équipés d'une cellule photoélectrique. Donc, cette cellule-là ici, pour ceux qui ont un Roomba, dans le fond, si vous avez une station de recharge, là, si vous demandez comment est-ce que votre Roomba fait pour retrouver la station de recharge, c'est qu'il y a il y a des lumières sur la station de recharge et la cellule photoélectrique ici du Roomba cherche cette lumière spécifique pour aller se stationner dans la station de recharge. Donc, c'est exactement le même principe, cellule photoélectrique dans les deux. Les deux sont équipés d'un pare-choc tactile pour trouver les obstacles. Les deux, lorsqu'ils détectent un obstacle, vont faire un déplacement aléatoire par la suite. Et le déplacement se fait en 2 degrés de liberté. Dans le cas d'un Roomba, c'est 2 moteurs indépendants. Dans le cas de la tortue, on a un actionneur ici pour tourner l'axe de la roue avant du tricycle et aussi un moteur pour faire avancer ici la roue. Donc, on voyait comment Walter Gray était quand même un précurseur très en avance sur son temps pour réussir à faire ce robot-là.